Bonsoir, merci d'être là. On va juste se présenter rapidement tous les deux. Donc moi je suis le docteur Anne-Sophie Benoît, je suis pédiatre de formation, réanimation néonatale dans un premier temps. Et puis, comme vous le savez peut-être pour certains, les FEMA sont gros pourvoyeurs de troubles du neurodéveloppement. Donc, je m'y suis intéressée et ça m'a passionnée. Donc, j'ai modifié mon exercice en ne faisant que du trouble du neurodéveloppement en libéral, c'est que libéral, et en continuant mon activité de maternité à la clinique Bretéché. Et donc, j'ai travaillé au CRTA de Nantes. Et je suis également formatrice pour l'AFPA, l'Association française de pédiatrie ambulatoire, et pour d'autres demandes ponctuelles. On a également une association qui s'appelle Théa, qui est une association qui est un petit peu virtuelle entre guillemets, et qui nous permet d'être effecteurs sur le terrain, et pour laquelle on a négocié un partenariat avec Alex. Il va vous réexpliquer qui sont tous ces personnages pour pouvoir, avec un budget ARS, former les médecins traitants pour acquérir des compétences de niveau 1. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai également fondé l'hôpital de jour Galilée, qui est un centre multidisciplinaire de diagnostic du trouble des acquisitions et des apprentissages scolaires. Donc c'est pas fléché TND là, je suis vraiment ciblé trouble des apprentissages scolaires, même si, on va le voir, on est amené à pouvoir évoquer des diagnostics comme le trouble du spectre de l'autisme ou la déficience, le trouble du développement intellectuel dans le cadre des comorbidités. L'idée de ce soir, avant que je passe la parole à Florian, c'est de vous donner envie. En fait, c'est de démystifier un petit peu le champ des TND, dire que c'est tout à fait gérable en médecine libérale, en médecine de ville, au moins pour la partie niveau 1. Je te passe la main. Merci. Du coup, moi, je suis Florian Lafargue, je suis psychomotricien, du coup. Je travaille sur Saint-Nazaire pour le moment sur une unité de diagnostic autisme et principalement sur un CAMS, mais aussi sur un CMPP. J'ai travaillé, du coup, pendant 2 ans en libéral sur Nantes et du coup, je vais revenir sur un travail temps plein aussi sur Nantes à la rentrée, à la fois, du coup, orienté plus sur tout ce qui est diagnostic en équipe pluridisciplinaire et accompagnement sur le TSA, mais tous les TND, mais surtout aussi sur la clinique plus ado et adultes, parce que du coup, il n'y a pas que les enfants, on parle souvent d'enfants avec des TND, mais en fait, comme on va le voir, ça reste tout le reste de la vie. Il y en a qui sont diagnostiqués tardivement, il y en a qu'il faut accompagner. Et du coup, voilà, je vais garder une clinique un petit peu globale, mais aussi axée sur les plus grands. Tout est bon? Donc pour rappeler rapidement le programme, on va faire une introduction et on va principalement du coup parler de la généralité de ce que sont les troubles du neurodéveloppement avant d'aborder la notion de parcours. On va présenter également le rôle du médecin de niveau 1, principalement dans cette soirée. Donc ça va être le gros du coup de notre temps de présentation. On aura après un petit temps de présentation sur les différentes formations qu'il est possible de suivre avant de laisser la place du coup au docteur Dalia Abdoulaïda. Bladi, désolé. Et après, il y aura plus un temps d'échange et de questions-réponses. Donc, pour commencer, on va parler un petit peu de qu'est-ce que sont les troubles du neurodéveloppement et comment ça a évolué en termes de terminologie, parce que ça bouge souvent. Donc, on va voir actuellement, en fait, où on en est. Donc, pour rappel, dans le DSM-5, du coup, qui est entré en vigueur il y a plusieurs années, qui est un peu l'outil de référence, les troubles du neurodéveloppement, c'est l'ensemble des affections qui débutent durant la période de développement, principalement du coup de manière précoce et souvent avant que l'enfant n'entre à l'école primaire. Avec du coup, et c'est caractérisé par un déficit dans le développement qui va entraîner une altération du fonctionnement. Et cette altération, elle est importante pour parler de troubles. Donc ça peut être une altération au niveau du fonctionnement personnel, social, scolaire ou professionnel. Et ce qui est bon à rappeler, c'est qu'un trouble neurologique, en fait, ça se dévoile au cours du développement par une atteinte d'une ou plusieurs fonctions cognitives. C'est pas forcément des troubles isolés, et ça on le détaillera par la suite. Mais des fois, c'est pas perceptible au niveau somatique, au niveau corporel. C'est pour ça qu'on parle du coup de handicap invisible.
Donc voilà des petits rappels. Il y a un enfant sur 6 qui est porteur d'un TND et du coup les difficultés, comme on l'a dit, elles vont persister chez 70% des enfants qui ont été diagnostiqués à l'âge adulte, avec une prévalence estimée dans les TND du coup en augmentation. Notamment pour le TSA et le TDAH. Donc ça c'est quelque chose qui est clair et du coup bon, les raisons elles sont pas entièrement expliquées, elles sont multifactorielles, mais ce qu'on peut retrouver c'est l'exposition environnementale qui va être suspectée. Après il y a aussi toute la part de diagnostic et d'évolution des différents outils qu'il ne faut pas oublier. Donc dans les anciennes nomenclatures, pour rappel, dans la grande famille des troubles du neurodéveloppement, on parlait du coup du trouble du spectre de l'autisme, autisme ou TSA. On parlait de déficience intellectuelle, cette notion elle a évolué aussi, de TDAH, donc le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, la dyspraxie et du coup en partie à travers la dyspraxie on parlait de dysgraphie également au niveau des troubles du geste et de l'écriture. La dysphasie et toute la famille des troubles des apprentissages scolaires, dont la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie. Donc tout ça, c'était un petit peu la grande famille des 10 qui étaient présentes notamment du coup dans le DSM-4. Ce qu'on peut voir en fait avec le DSM-5, c'est que les différents termes ils ont évolué. Par exemple, du coup, la déficience intellectuelle, on parle plus de déficience, on va parler de troubles du développement intellectuel. Depuis le DSM-5, il y a aussi une évolution au niveau de la prise en considération des personnes sur le plan éthique. On sait que, certes, il y a un trouble, mais il y a des possibilités d'évolution. Donc, on va parler de troubles du développement plutôt que de déficience pure. On retrouve du coup le TDAH, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TSA, toute la famille des troubles des apprentissages, les troubles moteurs qui incluent du coup également, on le voit juste après. Donc les troubles moteurs, et donc on parle plus de dyspraxie, mais tout en haut on va parler de troubles développemental des coordinations. On a parlé de dyspraxie, de TAC, maintenant on dit TDC un peu dans notre jargon, et du coup ça c'est une des évolutions. Après il y a tout ce qui se regroupe dans les troubles de la communication, notamment tout ce qui est troubles du langage réceptif et ou expressif. Tout ce qui est aussi trouble de la pragmatique et trouble du langage. Et après, au niveau du trouble du spectre de l'autisme, en fait, quand on va poser un diagnostic, on va pas juste poser un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, on va aller creuser si il est associé ou non avec un trouble du développement intellectuel, avec une altération du langage et avec d'autres comorbidités ou toute pathologie un petit peu génétique qui pourrait expliquer à l'origine après ce TSA. Mais cette notion, du coup, on la détaillera plus tard. Et dans tous les troubles des apprentissages, il y a les déficits en lecture, en expression écrite et en calcul. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui prennent des photos. Juste pour rappel, le support vous sera transmis à la fin. Donc vous aurez tous les éléments qu'on va présenter ce soir en bonne qualité, mais au moins vous êtes rassurés. J'oublie. Non, tu m'arrêtes si besoin. Donc voilà, au niveau du DSM, dans les grandes familles, on retrouve un petit peu ces éléments-là, et du coup, les troubles graphomoteurs sont dans la partie des troubles du geste et de la coordination. Et après, on garde nos différentes catégories. Bon, un petit rappel du coup au niveau de la prévalence et en termes d'incidence, il y a 8 à 15% des enfants qui vont présenter un TND, et du coup on est plus aux alentours de 3-4 garçons pour une fille pour les enfants du coup. Et après voilà, le TSA, 1 à 3%, ça dépend aussi des études, donc des fois ça varie. 1 à 3% pour le TSA, 1% de la population pour le TDI, 8 à 10 pour le TDAH, c'est celui qu'on va retrouver le plus fréquemment avec toute la partie des troubles des apprentissages scolaires, notamment liés à la lecture et l'orthographe. Et après, entre 3 et 7% pour les troubles du langage et les troubles praxiques. Ce qui fait quand même, dans une classe, 2 à 4 élèves à besoin particulier par classe. Donc ça peut commencer à faire beaucoup, et c'est quand même quelque chose qu'il faut aller évaluer pour accompagner le plus précocement, soutenir les enfants, mais aussi du coup faciliter leur évolution au niveau des apprentissages. Donc quand on parle de trouble du neurodéveloppement, c'est qu'il y a un diagnostic qui a été posé, mais c'est qu'il y a eu une phase d'évolution en fait qui a été présente. On peut pas parler de trouble comme ça juste parce que c'est sympa et qu'on en parle beaucoup actuellement. Ce qui va être important, et en fait on va en parler notamment dans la notion de parcours, c'est
Quel est le retard? Quelle est la plainte? Comment ça vient se manifester? Quel domaine cognitif il peut être altéré? Et du coup, est-ce qu'on est dans de la difficulté ou dans du trouble? Donc généralement, on va du coup écouter la demande et la plainte, on va proposer un accompagnement, on va venir du coup renforcer au niveau de l'environnement, on va venir stimuler l'enfant, proposer du coup un renforcement pédagogique et une rééducation. Et on voit comment ça évolue. On voit pendant les 6 mois, en fait, si du coup les difficultés, elles vont diminuer, on va avoir une amélioration et du coup, on était plus dans de la difficulté scolaire, il y avait eu des difficultés environnementales, mais on n'est pas dans le cadre du trouble parce que du coup, avec un soutien, l'enfant, et on le reverra après, il va rattraper la trajectoire développementale. Mais malheureusement, si après en fait une rééducation, on reste dans une progression certes, et c'est ça qui est quand même important à valoriser, les enfants et les personnes avec des TND, elles peuvent évoluer et se développer, mais du coup, ils vont progresser plus lentement que les autres, donc on va pouvoir parler de troubles et on va aller vers la démarche diagnostique. Quand on a parlé d'intervention précoce et de précocité, c'est pas que le diagnostic, c'est vraiment les premiers aménagements pour aller stimuler les enfants le plus tôt et limiter du coup tous les risques associés qui peuvent être présents. Donc voilà, on parle de trouble si le caractère il est intense, que ça perdure dans la durée et que malgré du coup différentes pédagogies adaptées et des rééducations et des compensations, ça reste difficile. On va aller vers le trouble. Petit point pour rappeler au niveau des risques, à la naissance, tous les enfants ils vont pas avoir les mêmes chances. Il y en a qui auront plus de risques de présenter des TND que d'autres. Notamment pour les hauts risques, tout ce qui est prématurité inférieure à 32 semaines d'aménorrhée ou inférieure à 37 semaines d'aménorrhée associée à un retard de croissance in utero inférieur à moins de DS. En pratique, on peut retenir tout enfant qui naît avec un poids de naissance inférieur à 2,5 kg est à risque. Si c'est isolé, on va être à bas risque. Si c'est associé à une prématurité en plus, on va être à haut risque. Ça, c'est des critères qui ont été mis en exergue par l'HAS. On est dans les recommandations HAS publiées en 2021 sur les enfants à repérer de manière particulière. Donc, une vigilance, si vous êtes amené à accueillir dans votre patientèle un enfant qui a un parcours de prématurité, de retard de croissance ou autre chose, vous savez qu'il est à fort risque. Donc, ça amènera une vigilance dans votre regard et dans le suivi de cet enfant. Pas forcément tous les éléments, à savoir que ça sera présent et c'est aussi repris dans toutes les plaquettes de présentation pour les plateformes de coordination et d'orientation dont on parlera plus tard, c'est haut risque et c'est bas risque. Donc, quand on va parler du coup au niveau de la temporalité de troubles de TND et de troubles 10, en fait, comme je le disais dès le départ, ça va pas guérir. Les patients, ils vont évoluer avec, ils vont compenser, ils vont s'adapter. On va minimiser ce décalage, on va le voir de manière un peu plus schématique par la suite, mais du coup, on va le valoriser. Ça va être important de leur montrer qu'ils progressent, d'où le fait d'aller vers de l'évaluation fonctionnelle par la suite pour les différents professionnels. Et du coup, il persistera toujours un petit décalage. Mais en fait, le but de toutes ces prises en charge, et des fois ça fait beaucoup, mais c'est important de le préposer rapidement, c'est de minimiser l'impact dans la vie personnelle, scolaire, professionnelle, du coup par la suite, parce que ça reste, ou social, comme on le dit, pour le futur adulte. Parce qu'un enfant qui grandit, c'est un adulte en devenir. Donc plus on l'accompagne précocement, plus on minimise le risque que ça soit difficile dans sa vie professionnelle, dans son insertion, dans ses relations personnelles, etc. Donc le fameux petit schéma par rapport donc à cette fameuse trajectoire développementale, un enfant du coup neurotypique qui va pas présenter un TND, plus il va évoluer, plus il va acquérir de compétences et de manière assez linéaire et évolutive, même s'il y a des hauts, des bas, mais normalement il y a quelque chose qui va quand même vers une évolution. Et comme on le disait, il y a certains enfants qui vont se décaler. Et ces enfants qui se décalent, en fait, c'est qui présentent un TND. Et pour ceux qui étaient juste en difficulté, ils vont se décaler. Et puis s'il y a l'accompagnement, pouf, ils reviendront dans le bleu. Mais du coup là, ceux qui ont un TND avéré, quand on va les accompagner, ils vont pas, on le voit à l'âge adulte, aller si bas. Mais en fait, la compensation et la rééducation va faire que il y a une évolution qui est claire à partir du coup de la rééducation. On voit qu'on s'écarte du coup de la difficulté majeure, qui a quand même un delta, mais du coup il y a des possibles et du coup c'est important à valoriser et à aller stimuler. C'est une notion, je me permets, importante à avoir en tête, c'est on vise pas le retour à la norme. Et il y a certains parents qui nous disent, on a fait de la psychomote, super, mais en fait on n'en voit pas les bénéfices. Parce que effectivement, ils ont un référentiel qui est celui de la norme,
et l'enfant reste décalé. Ce qu'il faut transmettre par message, c'est que s'il n'avait pas fait cette rééducation, psychomote par exemple, l'écart se serait accentué. Parce que souvent, il y a un effet de lassitude. En plus, c'est financièrement souvent un impact non négligeable. Et ils disent, bah oui, mais il sait toujours pas faire ses lacets, quoi que ce soit. Oui, d'accord. Mais si on arrête la rééducation, il va reprendre sa trajectoire qui va encore plus s'écarter de la norme. Donc, il faut vraiment faire percevoir aux parents qu'on ne vise pas le retour à la norme, mais un écart minimal par rapport aux attendus qui aura le moins d'impact possible dans leur vie ultérieure. Et c'est aussi pour ça, du coup, qu'une fois qu'on est allé vers le diagnostic, en tant que professionnel, on va accompagner les parents. En fait, généralement, on ne voit pas l'enfant seul. Une fois qu'un diagnostic est posé, on va faire ce qu'on appelle de la psychoéducation, c'est expliquer le trouble, les origines, comment fonctionner. Parce que du coup, en fait, il y a un fonctionnement qui va être différent et du coup, il faut le comprendre pour pouvoir l'accompagner. Mais malheureusement, des fois, il n'y a pas qu'un seul trouble qui va être présent et du coup, on va parler de comorbidité. Donc, dans la rousse, en fait, c'est une association de deux maladies, psychiques ou physiques, qui sont fréquemment observées dans la population, donc sans forcément de causalité établie par rapport aux difficultés. Et pour la Société française des médecins généralistes, une comorbidité, ça va être plusieurs maladies ou facteurs de risque qui vont interférer avec une maladie qui sera principale et primaire. Et du coup, ça va impliquer un retentissement d'une maladie sur une autre, ce qui n'est pas nécessaire du coup pour la multimorbidité. Donc, en gros, en termes de facteurs de comorbidité, sur une étude récente, dans les gros facteurs associés, on le voit, 80% des personnes qui présentent ce qu'on appelle les dyspraxies en TDC vont avoir des troubles du coup du geste graphomoteur ou les dysgraphies. Et pour tous les enfants avec des troubles des apprentissages, avec des déficits en lecture et en orthographe, 20 à 40% d'un trouble du langage oral, c'est pas rien quand même en termes de comorbidité. On est autour de 20, 40, 50. Pareil au niveau du TDAH. C'est pas forcément isolé et du coup après ça va être de voir qu'est-ce qui était présent, qu'est-ce qui va être le plus prédominant en termes d'impact dans l'évolution et il faut pouvoir offrir un accompagnement aux différents troubles une fois qu'ils auront été posés. D'autant plus qu'ils n'ont pas forcément la même temporalité. C'est-à-dire qu'un trouble du langage oral, on va l'identifier. Et on sait que dans 20 à 40% des cas, il va avoir des difficultés à entrer dans le langage écrit. Donc, pour vous, une vigilance quand il va aborder la fin de grande section et le CP, lors de votre visite obligatoire des 6 ans, par exemple, c'est comment ça se passe à l'école. 3 fois sur 4, ça n'aura pas eu d'impact et les parents vont vous dire, non, ça se passe bien, très bien. Mais ne pas rater celui pour lequel les parents disent, c'est un petit peu compliqué. Dans celui-là, je vais peut-être le voir un petit peu plus tôt, à 6 mois, au lieu de le revoir un an plus tard, parce qu'il est à risque d'avoir des difficultés qu'il va falloir repérer précocement et qu'il va falloir rééduquer si nécessaire. Donc, en fait, le fait d'avoir cette notion de comorbidité fait que vous allez être vigilant sur l'apparition éventuellement à un moment ou un autre dans la trajectoire développementale de l'enfant d'une autre difficulté. Ou pas. Et puis ça, c'est dans la trajectoire développementale de l'enfant. Et là, on est autour des comorbidités des TND entre eux. Mais si on va aussi plus sur le plan psychique et psychiatrique, dans les TND, notamment autour du TSA, du TDAH, c'est 50 à 70% de risque de présenter un trouble anxieux ou dépressif dans l'évolution pour différents facteurs. Mais 70% des TSA qui présentent un trouble anxieux associé, c'est pas rien. Et du coup, c'est pas à minimiser dans l'accompagnement. Au niveau du coup des multidys, donc il y a de nombreuses comorbidités ou multimorbidités qui sont possibles entre les troubles et comme je le disais tout à l'heure, en fait des fois on va parler de troubles primaires ou secondaires. Donc le trouble primaire, c'est le trouble qui va être là en premier, c'est la source initiale des difficultés. On va parler de dysdiagnostic et aussi de troubles prototypiques, notamment autour du TSA, c'est l'élément pur, il n'y a pas d'autres éléments. Et après, pour tout ce qui est secondaire, donc les troubles qui vont être un peu conséquents, on parle de dyssymptômes ou du coup de troubles un petit peu syndromiques, symptomatiques. C'est qu'il n'était pas là à l'origine, il va être plus secondaire dans l'évaluation clinique, mais en fait, il est quand même présent. Mais on le reverra après sur tout ce qui va être du coup plus conséquence au niveau de tout ce qui va être génétique et autres. Et du coup, il faut après préciser du coup si c'est spécifique ou non. Oui.
Ouais. Ce qu'expliquait effectivement Florian, c'est que le dysdiagnostic va être la source avec un impact, avec des dyssymptômes qui vont être les conséquences. Alors, ça peut avoir un aspect, sembler être très théorique. Néanmoins, c'est important dans la démarche diagnostique d'aller chercher ce qui est initial ou secondaire, parce que si on prend que le secondaire sans s'intéresser à l'initial, on comprend intuitivement qu'on va être moins efficace dans notre rééducation. Après, de faire cette démarche-là, on va le voir plus tard, ça va plus relever du niveau 2, parce que ça va être des troubles qui vont être potentiellement plus transversaux, plus complexes. Donc c'est ce qu'on attend d'un niveau 2, c'est de démêler tout ça. Niveau 1, c'est déjà repérer, être vigilant sur l'apparition secondaire d'autres troubles associés. Et puis après, par exemple, dans le DSM-5, des fois c'est dur de le comprendre au niveau de tout ce qui est autisme. On nous dit que le TSA, il peut être associé à un TDI, à des troubles du langage, mais que le TSA, il peut pas être, c'est là un des critères, mieux expliqué que par le TDI. Et en fait, c'est parce que du coup, on va évaluer les compétences de l'enfant. Et si par exemple, il présente un TDI, il faut qu'il soit pas suffisamment important pour qu'on puisse parler en termes de conséquences. Imaginons un enfant de 8 ans, si au niveau cognitif et exécutif, il a un développement d'un enfant de 4 ans, mais qu'il a des compétences de jeu d'un enfant de 2 ans, en fait, c'est pas le TDI qui vient expliquer le TSA. Et du coup, des fois, c'est pour ça que il faut que ça soit assez clair, mais du coup, ça relève du coup plus du niveau 2 pour aller un petit peu creuser là-dedans. C'est une petite enquête à mener. Ouais. Et malheureusement, quand on prend pas les enfants en charge assez tôt ou qui sont pas détectés suffisamment tôt, cette difficulté, les troubles des apprentissages, ce TND va entraîner un échec scolaire pour différents éléments, parce que difficultés cognitives, manque d'intégration sociale, difficultés en termes de compréhension des attendus. Du coup, il va y avoir ce qu'on appelle les troubles du comportement. On parle de comportement défi aussi actuellement, de comportement problème, mais le terme c'est les troubles du comportement, tout ce qui est anxiété, mésestime de soi, et puis après ça va entraîner une démotivation, les troubles des apprentissages, et en fait ça c'est un petit peu un cercle vicieux, et c'est énormément abordé, notamment autour du TDAH ou du TSA, et peut-être que vous avez entendu parler de Barclay, c'est comment réapprendre aussi aux parents et après de plus en plus aux enseignants à sortir de cette boucle, et c'est grâce au diagnostic et aux accompagnements et à un travail d'équipe. En fait, il n'y a pas que les parents, mais il y a tous les acteurs de l'environnement global de l'enfant qui doivent se mettre au travail pour pas entrer dans quelque chose de complexe. Alors, la notion de parcours, on se base sur les recommandations HAS. C'est des recommandations qui ont été élaborées avec des comités d'experts, qui donc ont pu mettre en avant des pistes pour améliorer le parcours de santé d'un enfant qui présente un trouble du neurodéveloppement et en particulier les troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Il y a eu beaucoup de communication sur l'autisme dans les années 2015-2020, mais on s'est rendu compte que c'était un peu la pointe émergée de l'iceberg, et qu'en fait, il n'y avait pas que ça. Donc, l'HAS s'est penchée sur les autres troubles dans le champ des TND. Donc, il y a une première recommandation qui est sortie en janvier 2018, qui a été complétée en mars 2020 sur les moyens de repérage. Donc, on va voir, on a à notre disposition des grilles de repérage qui ont été reprises en particulier par les plateformes de coordination pour les dossiers d'adressage. Et en 2021, il y a eu des recommandations sur le diagnostic et les prises en charge que l'on pouvait apporter à ces enfants et ces adolescents. En bas, quand on vous communiquera sur ceux qui le veulent, cette présentation, ce seront des liens actifs pour aller directement sur les pages concernées. Et la dernière en date de ces recours HAS, très récente, puisqu'elle date de septembre de l'année dernière, est ciblée TDAH. Pas que, mais quand même, avec un récapitulatif des critères de diagnostic et des moyens thérapeutiques à disposition. Ça a changé un petit peu la donne. On voit qu'il y a une évolution par rapport aux premiers critères qui ont été publiés en 2018. Et là, pareil, lien actif pour pouvoir y avoir accès. En pratique, l'HAS a repéré 3 situations, 3 problématiques. D'abord, l'enfant qui a un seul champ atteint. Donc, si on reprend notre organigramme transversal, il y a
un carré qui est atteint. Donc, soit le geste graphomoteur, soit le TDAH, soit l'autisme, un seul champ atteint ou une difficulté dans la dyslexie, dysorthographie. On a un enfant que vous avez repéré, vous avez fait vos aménagements pédagogiques, un petit peu de rééducation. On est dans la partie qui s'améliore certes, mais pas suffisamment. Donc, on n'est pas dans la partie difficulté, on est dans le champ du trouble. Et vous mettez en place la rééducation qui va avec. Mais la progression est très correcte. Ça, c'est de la gestion de situations simples selon les critères HAS. C'est le niveau 1 des TND. Par contre, si cet enfant a une évolution qui n'est pas optimale, vous trouvez qu'il progresse mais pas suffisamment, ou si en cours de son développement et de son évolution, la vigilance que vous apportez vous fait dire « oula, là, il y a un deuxième trouble qui se greffe dessus », c'est-à-dire l'enfant dyslexique qui se retrouve à avoir en CP des difficultés à un décalage, vous avez mis la rééducation, on est en CE1, CE1 c'est plutôt la thématique des maths. Dans ces cas-là, on voit qu'en maths, ça devient compliqué aussi. On va être dans une situation complexe parce qu'on a 2 champs data. Ça, c'est du niveau 2. Et si on est sur une situation complexe avec en plus une pathologie chronique associée, un enfant qui a un suivi plus ou moins lourd sur une pathologie, qu'elle soit génétique, qu'elle soit somatique ou liée à des pathologies identifiées, là, on va être sur une situation très complexe. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors l'HAS, le schéma, c'est celui-là, un petit peu plus complexe, mais on va se le simplifier. Donc, l'idée, c'est vous donner un petit peu la gradation des prises en charge, qui fait quoi, comment, en particulier sur Nantes. Donc, on est d'accord, quelle que soit la situation, on a toujours mis en amont une pédagogie différenciée, des aménagements pédagogiques. On est sur les 6 mois de stand-by, on ne sait pas si on va être sur de la difficulté ou du trouble. Vous faites le point, niveau 1. Dans consultation simple de repérage, la situation évolue bien, ça reste du niveau 1, pas de souci. Si par contre vous êtes en difficulté, là, la première ligne va activer la deuxième ligne, qui, si elle-même est en difficulté, va activer la troisième ligne. C'est ça le principe de la pyramide de l'HAS dans les recommandations de parcours. Donc, filigrane, le niveau 1 n'active pas le niveau 3. C'est un petit peu ça le message. On va revoir ça en détail. Donc, la première ligne, en vert, pédagogie adaptée, on fait une consultation, donc qui est concerné? Le médecin traitant, en lien si nécessaire avec le médecin scolaire ou la PMI en fonction de l'âge de l'enfant, et bien sûr, le rééducateur qui a pris en charge l'enfant. Plus ou moins psychologue. Il y a voilà, quand on parle de paramédicaux, les psychologues ou neuropsychologues tiennent à ce qu'ils ne soient pas associés. Donc moi, j'utilise le terme de rééducateur. Et ça va concerner les enfants dont la symptomatologie est simple, dont le diagnostic des troubles des apprentissages est clair, avec une mise en œuvre diagnostique suffisante par les professionnels de proximité. Ça, c'est le niveau 1. Pour pouvoir prendre en charge un enfant, on va voir les modalités de la consultation un petit peu plus loin. Il y a des cotations spécifiques que vous pouvez faire en tant que libéraux de ville. Donc il y a des cotations peut-être que vous connaissez. Je pense que celle de repérage, la CTE ou CCE, et la consultation de suivi autisme, mais il y en a d'autres. Alors ça, on pourra vous refaire un flyer avec ce tableau-là si ça vous intéresse. Et c'est des consultations qui sont revalorisées, qui sont dans le champ des consultations complexes, pour pallier au temps que vous allez prendre dans l'évaluation des difficultés de l'enfant. Quand vous prenez un enfant en charge en niveau 1, des petits conseils, n'hésitez pas à le mettre en ALD. En ALD non exonérante, parce qu'ils ne font pas partie de la liste des 30 référencés, mais vous mettez TND, et ça vous permet, et vous ne pouvez le faire qu'à partir du moment où il y a au moins 6 mois de rééducation, pour être dans le cadre d'une infection de longue durée, et ça permet, éventuellement pour des parents qui seront en difficulté, des parents qui travaillent ou autres, de pouvoir activer une entente préalable pour des transports taxis, pour des rééducations, si nécessaire. Ça peut se dépanner quelques familles.
Autre chose, quand on évoque une rééducation, il y a des rééducations qui sont conventionnées CEPA, c'est-à-dire que la famille sera remboursée, quelle que soit sa couverture ou l'existence d'une mutuelle, et il y en a d'autres qui ne sont pas remboursées. Or, elles sont tout aussi nécessaires que de l'orthophonie ou de l'orthopsie, par exemple. Dans ces cas-là, si on note qu'il y a besoin de psychomotricité, d'ergothérapie, de suivi psychologique ou neuropsychologique, ou de guidance parentale, eh ben, il faut trouver des solutions parce que certaines familles ne peuvent pas faire face. Dans ces cas-là, il y a 2 catégories d'aides financières que vous pouvez activer. Il y a les aides de droit commun, c'est-à-dire qui concernent tout le monde. Il n'y a pas de critères. Il y a souvent un critère financier, des quotients familiales et autres. Mais le TND n'entre pas en ligne de compte, le type de TND n'entre pas en ligne de compte. Et il y a des aides financières liées à la MDPH. Mais pour pouvoir activer la MDPH, il faut que l'enfant soit en situation de handicap. C'est-à-dire qu'il soit en situation de trouble avec un impact suffisant dans sa vie scolaire, dans sa vie familiale et sociale. En fait, le critère pour pouvoir activer les aides financières de la MDPH, c'est une atteinte dans 2 ou 3 champs de l'enfant. Ce qui veut dire que votre petit patient qui a une dysgraphie, par exemple, il va avoir besoin d'une rééducation, soit par un psychomote, soit par un ergo non conventionné. Si cette dysgraphie est isolée, il peut être en situation de trouble, il peut être donc en situation de handicap, mais si cette dysgraphie n'atteint qu'un champ, et en l'occurrence le champ scolaire, c'est pas la peine de remplir un dossier MDPH pour avoir l'aide financière, il n'y aura pas le droit. Ça vous évite un certain nombre de démarches, parce qu'il y a des situations où clairement il sera de refuser, même s'il y a un recours. Pour les aides de droit commun, vous pouvez activer, et ça c'est la plaquette que vous avez d'Alex dans votre petit dossier papier. En droit commun, on peut proposer aux parents de se rapprocher de leur mutuelle parce que certaines mutuelles prennent en charge un certain nombre de séances de psychologue, par exemple, ou autres. Certains comités d'entreprise peuvent aussi avoir des aides, donc pas hésiter à les interroger pour savoir si c'est le cas. Les espaces départementaux des solidarités peuvent aussi avoir un petit budget pour accompagner certaines familles pour lesquelles les rééducations de l'enfant sont nécessaires mais qui n'ont pas les moyens financiers. Et il y a également les prestations exceptionnelles de la CPAM, aussi appelées les prestations extra-légales, toutes ces aides-là sont soumises bien sûr aux conditions de ressources. Cette prestation exceptionnelle de la CPAM, on peut ne l'activer qu'une fois. Donc bien choisir aussi à quel moment on l'active. Et elles permettent, c'est un dossier à remplir qui est assez rapide, qui est disponible sur Internet. Je pourrais vous en donner les références. Il faut un devis du rééducateur avec l'ordonnance du médecin et la justification, un petit courrier. C'est envoyé à la CPAM, il vérifie le dossier. Au bout de 3 mois, on a les réponses pour une prise en charge de tout ou partie des éléments mis dans le devis. Donc ça, pour des familles qui sont en situation de difficulté, ça peut donner un petit coup de pouce, ne serait-ce aussi qu'en attendant, par exemple, l'élaboration d'un dossier MDPH, la notification, parce que certains enfants auront quand même droit, bien sûr, à une prestation via la MDPH. Et dans la MDPH, il y a 2 types d'aides financières que l'on peut activer. L'aide à l'enfant handicapé, c'est une somme mensuelle qui est de 167 € de mémoire. C'est vraiment sous réserve, donc ça va pas très très loin s'il y a une séance hebdomadaire de psychomote ou d'ergo. Mais si jamais la famille doit employer quelqu'un pour l'aide aux devoirs, ou si un des parents baisse son activité pour prendre en charge l'enfant, dans ces cas-là, on demande en plus de l'AEH un complément. On pourra revenir là-dessus pour ceux qui veulent creuser la question. Mais voilà, il y a plein de petites choses que l'on peut essayer d'activer. C'est pas miraculeux, mais faut savoir y penser. La PCH, j'aurais tendance à vous dire, on oublie, à moins que l'enfant ait un TND très sévère, mais dans ces cas-là, on ne sera pas sur du niveau 1. Mais la PCH, c'est la prestation compensatoire du handicap. On va être pour un enfant ou un adulte d'ailleurs, qui a perdu l'autonomie,
Donc, aide à l'habillage, aide à l'alimentation, surveillance nocturne. Enfin, voilà, on est dans des situations très lourdes. Donc, ça ne concerne pas, a priori, les médecins de niveau 1. Et ne pas confondre, il ne faut pas que les familles demandent de la PCH. C'est clair qu'ils ne l'auront pas. C'est vraiment l'AEH qui doit être demandé. La plaquette qu'on vous a fournie, c'est un récapitulatif des aides dont on vient de vous parler. Donc, la première ligne a fait son bilan, a suivi l'enfant, et si au cours de parcours de suivi, on voit qu'un autre trouble apparaît ou qu'il ne progresse pas bien, donc on est rentré dans une situation complexe, dans ces cas-là, le niveau 1 active le niveau 2. Le niveau 2, sur les critères HAS, c'est une structure pluridisciplinaire qui va pouvoir accompagner l'enfant en situation complexe. Donc, ce sont des consultations spécifiques TND. On va le voir tout à l'heure, un médecin généraliste, tout à fait, s'il se passionne pour les TND, acquérir la notion de niveau 2. C'est pas du tout réservé aux pédiatres ou autres. On n'a pas plus pédiatres de formation initiale que vous sur les TND. Donc, on part du même niveau. Donc, c'est pas réservé à de la pédiatrie ou autre, un médecin généraliste, n'est-ce pas Dalia, tout à fait, acquérir les compétences de niveau 2 sans souci. Et cette deuxième ligne, donc c'est pour une prise en charge pluridisciplinaire de synthèse et de coordination par une équipe formée de médecins spécialisés en TND, des rééducateurs et des psychologues. Pour qui? Pour les enfants avec qui on a une difficulté de post-diagnostic ou des comorbidités avec d'autres TND qui en fait une situation complexe sur le plan cognitif ou psycho-émotionnel. Et tout enfant qui répond pas suffisamment à la prise en charge de première ligne peut être vu en niveau 2. La question, c'est qui sur Nantes et sur notre territoire qui est identifié comme niveau 2. Alors, là, il y a deux cas de figure. Si les troubles des apprentissages sont au premier plan, donc cette partie plutôt dans notre organigramme, la partie à droite sur les 10, entre guillemets. Alors, il y a une association qui s'est montée de pédiatres formés au TND de niveau 2 qui s'appelle l'association EDEN. C'est un regroupement de pédiatres de niveau 2 dont vous avez les mails pro et les spécificités de chacune, pas beaucoup, mais il y en a pas de peau. Cette année, il y en a 4 qui sont partis en Crète, il faut arrêter leur activité. Mais bon, ça se réduit comme peau de chagrin. Ce sont des pédiatres que vous pouvez interpeller ou vers qui vous pouvez adresser vos situations un petit peu plus complexes. Raté. Et il y a également l'HDJ de Galilée, qui est une structure multidisciplinaire de niveau 2, qui est située à la clinique Bretéché, qui accueille les enfants de 5-6 ans jusqu'à 17 ans et 11 mois, parce qu'en fait, il doit être plus d'une heure. La porte d'entrée, c'est vraiment tout des apprentissages scolaires et des acquisitions. Si vous êtes en difficulté avec un enfant, enfin, si le médecin de niveau 1 est en difficulté avec un enfant chez qui il suspecte un PSA, l'HDJ Galilée ne sera pas la bonne réponse. Il y a d'autres alternatives, on va y revenir. Par contre, un enfant qui est peut-être suspect de TSA, mais qui est à l'école mis en difficulté avec des difficultés scolaires, Galilée peut gérer. Je ne sais pas si la distinction est claire. Si la corde d'entrée, trouble d'apprentissage, acquisition, Galilée va répondre à votre demande. Sinon, ça sera une autre alternative. C'est une structure, donc, à la clinique Bretéché, structure privée, mais il y a 0 reste à charge pour les parents. L'adressage est uniquement médical, paramédical. Ce ne sont pas les familles qui adressent. Donc, si jamais vous suivez un enfant et vous vous dites « Ouh là, j'ai besoin d'un niveau 2, ça pourrait être Galilée », ne dites pas aux familles « Contactez-les, on va les récuser ». C'est, voilà, on fait un petit courrier rapide et après, ça suit son cours. La secrétaire envoie les éléments et là, les parents vont faire le dossier. Mais l'adressage initial est médical ou paramédical. Et il y a deux types de prise en charge, mais bon, là, si on commence à rentrer dans ces détails-là, mais là, c'est pareil, je me tiens à votre disposition pour plus de renseignements. Et donc, l'adressage se fait par mail uniquement, pas par téléphone, à l'adresse qui est située là. Si par contre, l'enfant que vous prenez en charge a plutôt des manifestations
pédopsychiatrique de premier plan. Là, on va pouvoir éventuellement adresser à Eden, mais pas pour... Enfin, là, je parle sous le couvert. Normalement, il y a le docteur Abdiab qui est là ce soir, mais je ne sais pas s'il est venu. Non. Bon, ça aurait été bien parce que j'ai peur de dire des bêtises. Enfin, voilà. Les pédiatres, on est pédiatre, on n'est pas pédopsychiatre. Donc, tout ce qui va être diagnostic pédopsychiatrique, c'est pas de notre ressort. Par contre, on connaît suffisamment pour pouvoir faire un accompagnement en parallèle d'un suivi, mais la pose de diagnostic sera plus du ressort du pédopsychiatre, de l'HDJ pétale, des CMP, CMPP ou CAMS. Donc, l'HDJ pétale, est-ce que certains d'entre vous en ont entendu parler? Non. Alors, c'est un HDJ qui a été porté par le CHU et surtout le docteur Bisselot, qui est ouvert depuis septembre dernier, qui est situé sur Pirmil et qui, comme toute la pédopsychiatrie sur Nantes, est sectorisé, territorialisé. Donc, ça regroupe le territoire de Psy 1 et Psy 2, c'est-à-dire les regroupements du CMP du Douai-Garnier et de Haute-Roche. C'est une équipe multidisciplinaire dont la cible est en particulier les enfants de 3 à 11 ans suspects de TSA et en particulier en situation de vulnérabilité, des parcours migrants, des situations d'allophone ou des choses comme ça. Et ils ont une structure plus conséquente que Galilée, par exemple, et ils peuvent prendre en charge des accompagnements de famille également. J'ai fait un rappel rapide des différents psy du secteur psy et des différents CMP qui existent. Je ne sais pas si vous êtes très au clair, c'est assez obscur. Moi, j'ai mis du temps à comprendre qui fait quoi et où. Et c'est pour ça que là, vous aurez un lien qui vous envoie sur la cartographie des différents CMP qui existent au niveau départemental, avec une loupe centrale et surtout les coordonnées de chaque. Si jamais voilà, vous êtes sur un territoire, bah, vous pouvez récupérer le CMP, le nom du CMP dont vous dépendez, ou dépend la famille, pardon. Il y a également le CMPP, donc le centre Henri Vallon, c'est le centre médico-psychologique pédagogique avec ce que j'ai pas dit dans les CMP, c'est qu'en théorie, c'est des équipes multidisciplinaires avec psychologues, pédopsychiatres et des rééducateurs, orthophonistes, psychomotes, parfois ergo. Sauf que, comme partout, ils ont des difficultés à avoir des subventions et donc parfois l'équipe a pu se réduire à portion commune. Idem pour le CMPP Henri Vallon. Et il y a la particularité du CAMS polyvalent au sens, qui est une structure qui, là, tourne à plein effectif, mais qui est limitée en tranche d'âge, qui est pour le petit, le 0-6 ans. Donc, je vous ai mis les coordonnées aussi, si vous voulez les activer. Je me rends compte que j'ai oublié les EAN, qui est une autre structure qui va être plus orientée rééducation fonctionnelle, donc plutôt des enfants qui vont avoir un parcours moteur ou des grosses difficultés identifiées. Donc là, c'est pareil, mais plutôt sur du niveau 2, voire du niveau 3. Là, une petite carte récapitulative qu'a fait Alex sur les différents dispositifs qui existent à l'échelle départementale. Donc, en récapitulant, on a d'un côté les pédiatres de l'association Eden et l'HDJ Galilée si la porte d'entrée, c'est troubles des apprentissages et des acquisitions. Et si on a des manifestations psy au premier plan, on va surtout aller sur pédopsie, HDJ pétale, CMP, CMPP et 15. Hop, mais pas que. Il y a possibilité de mettre en place des RCP avec la CPTS, c'est-à-dire des réunions de concertation pluriprofessionnelle, où vous avez une situation compliquée de niveau 1, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas à qui adresser, ou s'il y aurait quelque chose à mettre en place en attendant que justement la deuxième ligne soit fonctionnelle, eh bien on peut faire des réunions autour du patient, donc autour de l'enfant, théorique, hein, la famille et les enfants ne sont pas présents, mais autour d'un dossier, pour brainstormer ensemble et savoir ce qui peut être mis en place dans l'intervalle.
Ces RCP sont rémunérés, parce que c'est du temps de travail, sous couvert d'être adhérents à la CPTS. Les RCP sont constitués du médecin qui adresse, mais ça peut être aussi un paramédical ou un éducateur, et les différents professionnels qui tournent autour de l'enfant, avec possibilité de présence d'une personne ressource de niveau 2 ou de niveau 3 pour apporter un éclairage supplémentaire à la situation. Donc ça permet, c'est le premier vendredi ouvré de chaque mois sur le créneau midi 14h. Mais si un autre créneau est possible, ça peut s'organiser soit en présentiel, soit en visio. Donc il y a un formulaire sur le site de la CPTS à remplir et on se charge de la logistique, c'est-à-dire de prendre contact avec les rééducateurs et d'organiser cela. Et tout RCP se doit d'avoir un compte rendu qui est remis après à la famille avec une traçabilité bien sûr des échanges. Et l'autre possibilité, alors hop, voilà, c'est la RCP, synthèse préconisation, je l'explique. Et la deuxième possibilité, c'est Omnidoc. Sur Omnidoc, il y a je sais pas comment on dit, il y a un item Pédialib, ESS Pédialib, où les différents pédiatres de l'agglomération qui ont adhéré sont disponibles. Il y a un listing des différentes spécificités de chacun. Donc là, on est sur ETND, donc il va y avoir des pédiatres références ETND, mais il y a les allergos, les rhumatos. Enfin voilà, si vous avez une question de manière à pouvoir les solliciter, puisque le challenge d'Omnidoc, c'est d'être actif. C'est pas de mettre 15 jours à vous répondre, donc d'avoir une réponse relativement rapide. On peut verser des comptes rendus pour pouvoir des photos. Enfin, je pense que vous avez l'habitude de manier Omnidoc. Donc, dans le champ des TND, par Pédialib, les pédiatres ont demandé à ce que ça soit intitulé que ça soit des patients déjà suivis à leur cabinet, donc qu'elles connaissent déjà dans le champ des TND. Donc, si vous savez que dans votre patientèle, vous suivez conjointement un enfant avec un pédiatre, vous pouvez solliciter le pédiatre via Pédialib pour avoir une réponse plus rapide. Et par contre, il y a des pédiatres qui sont dans Pédialib, mais qui sont aussi en leur nom propre. Moi, par exemple, moi, je ne demande pas que le patient soit déjà connu. J'accepte de donner des avis sur des situations, même si je ne connais pas l'enfant. Parce que je me dis que plus il y a de liens et d'échanges, et plus on est pertinent dans nos manières de gérer. Donc, voilà, première ligne, à activer la deuxième ligne. Là, je vais expliquer rapidement que la deuxième ligne, si celle-ci est en difficulté, va pouvoir activer la troisième ligne. La troisième ligne, c'est quoi? C'est vraiment une centre de référence. Donc, sur l'agglomération, ça va être le CRTA pour les troubles des apprentissages, ça va être le CRA pour le centre ressources autisme et l'U2PEA pour le TDAH, les schizophrénies débutantes et les maladies rares, puisque Trior est appendu à l'U2TEA. Donc c'est pour les situations très complexes sur le plan médical et normalement ne sont accueillis sur ce centre de référence que des patients adressés par un niveau 2. Les délais sont là aussi conséquents. Mais ça s'améliore puisque le CRTA en particulier a ouvert depuis septembre dernier une formule d'HDJ, a recruté un nouveau pédiatre à 06 EPP, donc là aussi sur ce plan-là, ça commence à se fluidifier un petit peu. Donc, je martèle, la première ligne active la deuxième ligne qui active la troisième. Une aide, il y a des structures d'aide il y a 2 dispositifs d'aide qui peuvent vous accompagner dans la gestion de votre patient. Il y a la plateforme OSCAR, donc les plateformes de coordination et d'orientation. Vous connaissez un petit peu ? Ouais. Donc, c'est une structure avec un financement ARS pour des enfants de tranche d'âge de 0,6 ou 7,12 sans diagnostic posé. Hyper important cette notion de diagnostic posé parce que c'est rédhibitoire. Si un enfant a un diagnostic, il sera pas pris en charge par les PCO. L'idée première quand ces plateformes ont été conçues, c'était d'aider par repérage précoce en mettant les moyens pour ce diagnostic précoce, ce repérage précoce, pour accompagner les enfants à justement un diagnostic posé précocement.
Je vous ai rappelé les décrets. La PCO donc accompagne un repérage précoce, élabore un parcours de soins et une solvabilité des familles puisqu'il y a un forfait précoce, un forfait financier qui est octroyé. Est-ce que tu veux expliquer le parcours Oscar ou pas, Maïna? Parce que Maïna travaille à Oscar. J'ai l'impression de... Bah vas-y. J'ai pris votre oui, plaquette. Hein. Tu veux que je... Ouais, vas-y. Plus on est. Voilà, donc en fait, du coup, pour la PCO, nous, il nous faut un adressage médical. On a des livrets, en fait, qui sont en ligne. Un livret pour le 06 et des livrets pour la 712. Donc, du coup, pareil, ça peut être médecin de ligne 1, voilà, dès que le plus précocement possible. Et puis une fois qu'on reçoit le dossier, du coup la famille va être contactée, on va leur demander de fournir un peu d'autres éléments, et puis du coup ça passera dans une commission d'admission où on est plusieurs. La commission d'admission, elle se fait avec au minimum un médecin et 2 référents de parcours. Les référents de parcours, ce sont les personnes qui vont suivre du coup l'enfant et sa famille pendant 1 an pour les aider en fait à organiser le parcours. Un médecin, et puis souvent il y a l'assistante sociale et ou la psychologue à minima. Voilà, donc ensuite quand on a décidé du parcours, on va à cette commission d'admission, on va essayer de faire on va dire un plan de soins quoi pour cette année-là, qui pourrait être révisé à plusieurs temps forts. Voilà, donc ensuite quand on va faire le démarrage, il s'agit d'un rendez-vous d'entrée, notamment avec la référente parcours. Alors pareil, hein, c'est modulable, on essaye voilà de répondre au mieux, et parfois il peut y avoir aussi la présence soit du médecin, soit de la psychologue, soit de l'assistante sociale. Mais voilà, le plus souvent, c'est un rendez-vous avec la référente parcours. Souvent, c'est sous format visio. Sauf, pareil, là, s'il y a des critères de vulnérabilité, des difficultés de barrière de langue, etc. Donc, voilà, on s'adapte. Donc là, l'idée, c'est de leur présenter le parcours, donner les listes des libéraux qui sont conventionnés pour les prises en charge. Et voilà, donc on essaye d'expliquer à ce moment-là. Et pour la 7-12, les enfants sont présents et on essaye de leur expliquer aussi à eux via des supports. On va prendre les vidéos du CRTA, par exemple. On va prendre voilà différents supports. On a créé des fiches FALC, etc. pour que ça soit assez simple à comprendre. À ce moment-là, sera fixé un rendez-vous téléphonique avec la référente parcours à 4 mois en général. Et pareil, un contact école. Et voilà, et 6 mois plus tard, il y aura une synthèse qui sera proposée à tous les professionnels qui gravitent autour de l'enfant, médicaux, paramédicaux. Et l'idée, ça va être de réfléchir finalement à plusieurs pour rectifier le parcours, émettre des hypothèses diagnostiques. Là, on parle vraiment de ce qui est diagnostic fonctionnel, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément de pose de diagnostic, en tout cas à la PCO. Voilà. Et l'idée, c'est d'ajuster les parcours et de pouvoir faire profiter des 6 autres mois. On réfléchit à l'orientation. Et voilà, avant la fin de parcours, on refait un petit point, mais là c'est vraiment un point avec la famille pour voilà préciser les orientations, voir ce qui a été fait et du coup et les aider dans les dernières démarches. Et à chaque moment du parcours, finalement, on peut aller solliciter aussi le niveau 2, voire le niveau 3, en fonction du coup des problématiques rencontrées au cours de cette année-là. Voilà, c'est des parcours, on essaye de faire des parcours d'1 an. Après, voilà, pareil, à la marge, ça peut être renouvelé 2 fois 6 mois. Jusqu'à 2 fois 6 mois en plus. On va continuer. Donc, dans les 2 dispositifs d'aide, donc la PCO, et il y a également Alex. Alex, c'est la structure, c'est une SRAE, c'est-à-dire une structure régionale d'appui et d'expertise pour les professionnels.
C'est-à-dire que vous êtes en difficulté avec une situation, vous ne connaissez pas les structures de niveau 2 d'aval, il vous manque un formulaire ou quoi que ce soit, Alex est là pour pouvoir vous accompagner par rapport à ça. Alex est une structure pour les professionnels, mais a, pour l'instant en tout cas, également une coordinatrice de parcours pour les familles. C'est une des rares structures qui peut être sollicitée par les familles qui sont en difficulté ou en rupture de soins. Et il y a une coordinatrice qui est là pour les accompagner. Là, c'est pareil, il y a des délais, mais ça peut être éventuellement un backup à activer si vous êtes en difficulté. Alors, je pense qu'on a tous été confrontés à cette situation. Allô, docteur, la maîtresse de C1 me dit d'aller voir l'orthophoniste, puis je passer en ordonnance, en classique. La réponse attendue, c'est non. Non, je dois voir votre enfant pour évaluer la situation. Parce que l'idée, c'est repérer ce qui a mis la maîtresse en alerte, quel est le point d'appel, éliminer autre chose qui masquerait, pour lequel la plainte, en fait, ne serait pas la plainte première, et entamer une démarche diagnostique. Donc, la maîtresse me dit, le point d'appel, c'est la maîtresse me dit qu'il ne sait pas bien lire, qu'il n'a pas une posture d'élève, et elle veut un bilan chez l'orthophoniste. Bon, ok, on va faire le point. Dans un premier temps, on va discuter pour voir un petit peu quel est votre ressenti à vous et comment ça se passe à la maison. On va faire un examen clinique primordial. On va évaluer ses apprentissages scolaires rapidement, on va voir comment. Et ensuite, on va voir ce qu'on peut mettre en place pour l'aider. Donc, ce questionnaire, donc là, on vous a mis un questionnaire très global pour préparer la consulte. Si les choses sont un peu plus orientées, je vous ai mis également un questionnaire en cas de suspicion de TSA qui s'appelle le M-Chat. Là, on a normalement aussi une notice explicative pour la remplir. Alors ça, c'est plutôt des questionnaires que vous allez être amené à remplir, à faire remplir en amont ou à remplir en cours de votre consultation. Donc ça, c'est des outils que je vous donne, mais il faudra, on verra si vous êtes intéressé que je prenne du temps pour vous expliquer comment les gérer. Mais au final, ça fluidifie la consultation et ça vous permet de vous scanner le document après. Et dans votre base de données, vous avez un questionnaire normé, reconnu pour avancer dans la pose du diagnostic. Ça, je passe. Au niveau de l'interrogatoire, quand vous accueillez la famille, vous vous basez sur la première partie de ce questionnaire, mais n'hésitez pas à aller interroger est-ce qu'il aime l'école ou pas, ça c'est un très bon signe. Est-ce qu'il y a des soucis de sociabilisation? Est-ce que les temps des devoirs du soir sont plutôt faciles ou ardus? Qu'est-ce qu'il aime faire sur son temps libre? Je peux vous dire qu'un enfant dyspraxique, il ne va pas aller faire du sport, clairement. Donc c'est indirectement un élément à recueillir. Les écrans, Florian va nous expliquer pourquoi après. Qualité de son sommeil, facteur de fatigue surajouté, donc c'est important de savoir est-ce qu'il dort bien, est-ce qu'il fait des cauchemars, et puis dans tout ce qui va être difficulté psycho-affective, souvent le sommeil est impacté. Qu'en est-il de son apathie, de son comportement? Et on reprend à l'interrogatoire le contexte de naissance pour aller identifier des hauts ou bas facteurs de risque. Vous pouvez tout à fait avoir une feuille toute prête ou sur votre logiciel métier avoir créé une fiche interrogatoire, oui, non, oui, non, oui, non, et vous balayez ça assez rapidement lors de votre consulte. L'examen clinique est primordial parce que effectivement c'est pas la plainte, sauf que en examinant l'enfant, on va récupérer plein d'infos. D'abord, est-ce qu'il y a une croissance staturopondérale harmonieuse, homogène? Est-ce que, par exemple, il casse sa courbe? Ou au contraire, est-ce qu'il accélère sa courbe, en particulier pondérale? C'est ce qu'on appelle les courbes 10. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler si vous le désirez. Où on voit que l'enfant suit sa courbe et à un moment donné, comme par hasard, entre 6 et 9 ans, pouf, on a une accélération de la croissance. Et en fait, c'est en lien avec peut-être un TND sous-jacent, puisque les études ont montré que les TDAH avec de l'impulsivité alimentaire, les TSA avec un comportement alimentaire particulier
et les enfants dyspraxiques qui font peu de sport, avec pour ces deux derniers une appétence pour les écrans, font qu'il y a souvent un retentissement sur la prise de poids chez ces enfants. Alors autant quand on accueille un enfant pour une suspicion de TND, on va voir rapidement s'il est en surpoids ou pas. Quand on accueille un enfant pour du surpoids, savoir penser à éventuellement, si ça tombe en particulier sur l'âge de l'école primaire ou de l'entrée au collège, qu'il y a peut-être un petit TND sous-jacent. Donc très important de reprendre les courbes de croissance. Et important de faire également un examen complet, en particulier neurologique, bien évidemment, mais aussi ORL, ophtalmo, on va voir pourquoi, et cutané. Parce que en règle générale, ils sont repérés assez facilement, mais les taches café au lait supérieures à 10 d'une allure assez particulière vont être évocateurs d'une neurofibromatose, et il y a 90% de TND dans ce champ-là. Et c'est de la gestion niveau 3, il y a une unité spécifique au CHU pour ces familles. Raté, j'étais pas assez à droite. Hop, et les apprentissages scolaires. Donc vous avez interrogé votre maman, vous avez un petit peu cerné la problématique de l'enfant, vous avez éliminé sur le plan clinique des éléments qui auraient pu vous orienter au niveau du diagnostic. Donc ensuite, il faut aller évaluer les apprentissages. Alors, c'est pas compliqué. Les apprentissages, ce qu'on va demander à un médecin de niveau 1, c'est savoir dire est-ce que l'enfant lit, est-ce que l'enfant écrit et est-ce que l'enfant compte. Pas forcément aller beaucoup plus loin. Pour ce faire, vous avez des batteries qui sont référencées, normées. Alors certaines que vous pratiquez peut-être déjà. Le RTL4 est assez diffusé, le DA aussi. Le DA a été remplacé par des batteries plus récentes qui sont la BMTA et la BMTI. Ce qui est important dans les tests que j'ai cités là, c'est que c'est des tests normés en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, les résultats que vous obtenez sont fiables et reproductibles. La batterie que j'utilise, mais bon, Dalia pourra mieux nous en parler, pour du repérage niveau 1, c'est la BMTA. Et si on s'intéresse après à du niveau 2, c'est la BMTI. À l'âge Galilée, on n'utilise que de la BMTI. Cet outil, raté, hop là, la BMTA, c'est une batterie de repérage. C'est pas une batterie qui va vous poser un diagnostic, mais ça va vous permettre de comprendre le champ des difficultés de l'enfant et d'en percevoir l'intensité. Parce que elle comprend un livret de passation. Alors, je suis désolée, j'avais prévu d'amener la mienne, mais je l'ai oubliée sur ma table de cuisine. Donc, je peux pas vous la montrer. Mais c'est un cahier de passation plastifié qui est catégorisé par tranche de classe, enfin par classe, qui commence à la grande section qui s'arrête en 6e, et des fiches de cotation à côté. La passation dure à peu près 15 minutes. Donc, ce qui veut dire que ça allonge votre consultation, certes, mais il y a une revalorisation financière dont on a parlé qui permet d'à peu près amortir le coût passé. Et ça se présente comme ça. Donc, vous avez une fiche d'aide à la cotation. Là, par exemple, c'est la lecture. Donc, vous avez le texte qui est mis, sur lequel vous annotez en même temps que l'enfant lit à haute voix. Et ensuite, vous allez avoir des questions sur le texte pour savoir s'il accède au sens. Ces résultats vont être retranscrits sur la fiche de cotation où la lecture, c'est cette partie-là, la dictée, cette partie-là, les maths, c'est ça. Et en fonction des résultats, donc le temps qu'il a mis à lire, s'il a mis 160 secondes, on va être là. Donc on va être dans du vert puisqu'il y a code couleur. La normalité est verte. Les enfants qui ont plutôt des facilités, qui sont au-dessus de la norme, vont être en bleu. Et les enfants en difficulté vont être soit en orange, petite difficulté, soit en rouge, gros décalage. Et les enfants en gris sont hors limite. Donc, en fonction du temps que votre enfant aura mis à lire, on va le mettre dans une de ces cases-là. Vous avez les chiffres au-dessus. Ça vous permet de le situer. Vous savez à quelle vitesse il lit. Combien il a fait d'erreurs en lisant. Donc, combien de fois vous avez biffé un mot parce que c'était pas le mot attendu. Et il y a un nombre de points en fonction des réponses. 2 points, 1 point, 0 point. Vous faites le compte des bonnes réponses. Ça vous donne un chiffre que vous remettez sur cette ligne-là. Lecture analysée par ce biais-là.
Alors, je vous laisse lire ce petit texte. Bon, j'ose espérer que votre lecture a été fluide. Et si je vous pose la question, quelle est la couleur des fleurs, vous allez me répondre. Bonne réponse. Vous avez donc accédé au sens du texte. Vous avez évalué votre lecture. La lecture est de bonne qualité. Bon, le temps, je ne l'ai pas chronométré, mais vous avez accédé au sens du texte. Là, c'est tout bon. Rien à redire. Maintenant, je vous fais lire ce texte-là. On y arrive. Ah, déjà, c'est plus long. Est-ce que vous êtes arrivé au bout de votre lecture? On peut imaginer que votre lecture a été lente, hachée et non automatisée. C'est a priori la manière de déchiffrer le texte d'un dyslexique. Et là, la couleur des quetchs. Donc soit on répond violet et malgré une lecture lente, hachée, on accède au sens, ou on ne sait pas, et ben là vous allez cocher une lecture qui n'est pas fluide, qui n'est pas fonctionnelle, avec un accès au sens qui est impacté. Temps de passation, 5 minutes. Donc dans un côté, on a un accès au sens et pas dans l'autre. Donc votre bilan de lecture, c'est est-ce qu'il sait lire? Oui, non. Si oui, est-ce que c'est en accord avec son âge? Comme là, vous avez vos codes couleurs, on est au milieu, on est dans du vert, oui, c'est bon. On est dans du bleu, c'est très bon. Orange, rouge, gris, on est potentiellement en zone de difficulté, voire de grosses difficultés. Et est-ce qu'il accède au sens ou pas? C'est aussi un élément qui est important. Ok? Ben c'est voilà. Ça, c'est l'évaluation de la lecture par la BMTA. Avec le texte, bien sûr, qui est adapté à l'âge de l'enfant. C'est évolutif. Ensuite, si on analyse, hop, j'appuie, ouais, c'est bon. On fait écrire l'enfant, parce que c'est pas le tout de savoir lire, c'est pour savoir transcrire aussi. Donc là, qu'est-ce que vous lisez? Alors, pour lundi 21 novembre, lire le roman jusqu'à 14, jouer avec ses dés, inventer un problème et faire signer le cahier bleu et... Alors, est-ce que c'est vert, est-ce que c'est noir? Je ne sais pas. EPS. Voilà. Et EPS, par contre, c'est bon. Donc voilà, vous faites écrire, vous avez des phrases types données par la BMTA que vous faites transcrire à l'enfant. Et à partir de là, vous analysez la calligraphie, c'est-à-dire est-ce que votre enfant il est droitier ou gaucher, comment il se tient et comment il tient son crayon. Premier point, 3 réponses. Ensuite, vous allez regarder rapidement la taille, la régularité, la lisibilité de son écriture. Donc là, autant vous dire qu'on coche pas toutes les cases. Est-ce qu'il arrive à suivre les lignes? Est-ce qu'il y a des ratures ou des oublis? Et vous posez la question, est-ce que quand tu écris, ça fait mal? Ben, vous avez évalué votre geste d'écriture. Et là, on sait ça va ou ça va pas. Et ensuite, on va s'intéresser à l'orthographe. C'est-à-dire que, est-ce qu'il a respecté la segmentation des mots? Oui. Est-ce que l'orthographe phonétique est respectée? Est-ce que le son est bien transcrit avec les bonnes lettres? Donc là, on pourrait penser que oui, parce que c'est peut-être mal écrit, mais là, je pense que c'est un... Ouais. Bon, là, ça porte à confusion. Est-ce que, une fois que vous avez analysé votre orthographe phonétique, est-ce que le lexique est bon? C'est-à-dire l'orthographe du mot va être adaptée. Par exemple, cahier. Bon, bah là, il y a clairement une inversion entre le A et le H. Donc là, l'orthographe lexicale est fragile. Et ensuite, on analyse l'orthographe grammaticale, c'est-à-dire est-ce qu'il a fait attention au féminin, au pluriel, aux accords, en fonction de l'âge de l'enfant, bien sûr. Et une fois que vous vous êtes posé ces questions-là, ben vous avez fait un bilan de la production écrite. Vous avez analysé le geste graphique, c'est-à-dire la posture, le geste graphomoteur, la lisibilité du texte. Donc vous avez analysé
le geste d'écriture, donc c'est du geste graphomoteur. On est sur de la praxie, on est sur de la gestuelle. Et vous allez ensuite analyser votre orthographe, et là on est dans dyslexie, dysorthographie. Est-ce que la production orthographique est en rapport avec son âge? Et la BMTA vous permet de le coter. Toujours sur la fiche de passation. Et sur la fiche, la partie orthographique, vous êtes guidé. C'est-à-dire que vous avez les mots, vous les cochez, vous cochez le total d'erreurs, ça vous donne un chiffre que vous transcrivez sur votre barre de cotation. Donc vous êtes guidé en pas à pas. Et le dernier point, c'est les maths. Enfin, c'est le calcul, toujours adapté à la tranche d'âge. Ce qui veut dire que on va vous demander si l'enfant s'est quantifié. Donc vous avez un bloc de jetons. Est-ce qu'il y a plus de rouge que de bleu? Oui, non, il s'est quantifié. Dénombrer combien il y a de rouge. Compter. Vous le faites compter les chaînes verbales. Tu vas compter de 1 à 18 ou de 98 à 102. Enfin, vous donnez pas la fin mais tu commences à 88 et tu continues à compter. Voilà. Ça. Vous allez explorer également la lecture et la transcription des nombres. Donc là, vous avez au niveau du carnet de passation un certain nombre de nombres. Alors, soit des chiffres, soit des nombres en fonction de l'âge de l'enfant, et vous voyez si il est capable de lire 496 et qu'il est capable d'écrire 78. Voilà, là on sait si il sait faire du transcodage, transformer le chiffre en mots et inversement. Et il y a une fiche de passation aussi pour un petit peu de calcul mental. C'est des fiches avec des opérations à effectuer, une fiche pour des additions, soustractions, et si l'enfant est plus grand, multiplication, division. Il y a 1 minute pour faire un maximum d'opérations, et là c'est pareil, c'est normé, donc vous cochez combien il en a fait, est-ce qu'il est dans la norme ou pas dans la norme. Donc vous avez fait votre bilan des apprentissages totaires, vous savez quoi répondre sur lecture, geste graphomoteur, orthographe et cognition maths. Mais pas que, et là je te passe la main. Je vais essayer. Donc effectivement là du coup il y a tout ce qui est les apprentissages scolaires, et du coup en fait c'est un petit peu la sortie. Si on prend un peu l'image d'un iceberg, il y a ce qui est en dessous, tout le contexte, toutes les fonctions cognitives, et vous évaluez la sortie au niveau des apprentissages scolaires. Donc vous allez venir évaluer ce qui est là, sauf qu'en fait tout ce qui se passe ici, tout ce que donne à voir l'enfant à la maison, à l'école, c'est sous-tendu de tout un environnement et plein d'autres éléments. Donc quand ça fonctionne, du coup généralement le reste ça fonctionne derrière. Mais si jamais en fait on voit que l'enfant présente une difficulté, il tient d'aller évaluer d'où ça vient. Et du coup pour le code couleur, vous en tant que médecin de niveau 1, vous allez pouvoir évaluer l'entrée, et tous les petits points d'interrogation, ça sera plus du travail d'un médecin, des professionnels du coup de seconde ligne, avec toute la partie évaluation spécifique par les professionnels formés du langage oral, de toutes les capacités praxiques, de la motricité fine et globale, tout le plan attentionnel, cognitif, exécutif, toute la partie impulsivité et inhibition, et les capacités relationnelles. Donc tout ça, c'est le versant cognitif, visio-spatial qu'on a au milieu. Mais avant ce traitement purement du coup moteur et neuro, donc toute cette sphère-là, du coup il y a notre entrée. Donc on va vous laisser lire là ce petit texte. C'est un texte de Stanislas Dehaene, en compte au niveau des apprentissages, on va situer tout ce qui va être cognition mathématique. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Donc ça, c'était pour mettre un petit peu en forme les éléments, parce qu'effectivement, quand vous avez lu ce texte, en dehors de tout le traitement du coup neurosensoriel et cognitif, en fait, il y a eu une entrée somatique qui a été première. Il y a quelque chose qui vient de l'environnement, on le traite, on analyse, on donne une réponse ou un comportement par la suite. Donc, ce qu'il va falloir aller évaluer et déblayer en amont de parler d'un trouble, mais ça va être tout le plan du coup ORL, ophtalmo et orthoptiste. Forcément, si l'enfant voit mal, de manière inadaptée ou a des problèmes d'audition, la sortie, forcément, elle sera impactée.
Donc pour rappel, la vie orthoptique ou neurovisuelle, ça vise du coup l'évaluation et ensuite la correction des défauts de la vision binoculaire. Et du coup, il y a plusieurs bilans orthoptiques possibles. Tout ce qui va être le bilan fonctionnel basé sur la vision, donc avec la coordination entre l'œil et la main et le confort en lecture. Tout le bilan oculomoteur, purement plus moteur avec les capacités motrices et du coup l'évaluation du strabisme, et le plan sensoriel du coup au niveau de l'acuité visuelle pour savoir s'il y a une bonne vision, en particulier du coup tout ce qui va être couleur et relief. Et en dehors de ça, ce qui va être important aussi et intéressant à aller évaluer, là du coup on est sur du somatique pur, c'est comment du coup les organes sensoriels, les oreilles et les yeux traitent les informations. Mais du coup sur notre partie cognitive, il y a des fois où ça patouille un petit peu dans la sauce. Et du coup, c'est bien d'aller questionner au niveau du traitement de l'information sensorielle, à savoir s'il n'y a pas d'hypersensibilité ou d'hyposensibilité. C'est pas aller faire une évaluation normée comme on peut faire en tant que psychomotricien ou ergothérapeute avec des outils spécifiques, mais c'est aller questionner au niveau de l'audition dans l'environnement. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où il y a trop de bruit, ou est-ce qu'il va être en recherche au niveau visuel, est-ce qu'il va tout le temps bouger, est-ce qu'il va être en difficulté, parce que forcément, s'il perçoit trop de sons ou qu'il entend ou qu'il voit trop d'éléments, au niveau attentionnel, il va être en difficulté et du coup en termes d'apprentissage, ça va se décaler. Donc c'est bien de questionner pour réadresser après, principalement vers les ergothérapeutes et les psychomotriciens. Mais du coup, toute cette partie-là, en fait, nous, on va toujours le dire, quand on va faire des bilans, si le bilan psychomoteur, il est chuté, qu'on voit qu'au niveau des praxis, il a du mal, il lise mal, il écrit mal, moi, je pose la question, est-ce qu'il y a un bilan orthoptique et ORL, du coup, qui a été fait récemment? S'il n'a pas été fait, on renvoie forcément, parce que au niveau du diag différentiel, on est obligé d'aller enlever toutes ces strates un petit peu somatiques pour aller sur de l'exécutif et du plus cognitif. Mais, bien évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui va être les facteurs psychologiques. Est-ce qu'il va être fatigué? Et pourquoi il est fatigué? On reviendra après au niveau du sommeil. Est-ce qu'il va être stressé ou anxieux, un trouble anxieux ou en termes d'apprentissage? Est-ce que c'est juste parce qu'il n'a pas envie d'aller à l'école qu'il est en difficulté, que ça se passe pas bien sur le plan relationnel, qu'il désinvestit les apprentissages? En fait, ça, il y a des enfants, ça se voit. Ils vont être en difficulté motrice parce qu'il va pas être valorisé, il y a un environnement qui va être délétère pour lui, il va arrêter de faire du sport, il va se mettre sur les écrans, du coup, il va arrêter d'apprendre. On va avoir une suspicion de dyspraxie, mais avec 6 mois de rééducation, on voit qu'au niveau de notre évaluation fonctionnelle, il est dans la norme. Par contre, au niveau de sa confiance en lui, au niveau moteur, il aime toujours pas faire du sport, mais pour autant, on a écarté le TND et du coup, là, on va aller relayer vers une évaluation psycho ou neuropsy. Donc, on va aller voir tout ce qui va être sur le plan de l'humeur, de la tristesse, de la colère, de la régulation des émotions. Est-ce que dans l'environnement ou au niveau de son fonctionnement, il y a eu des modifications, des événements de vie? Forcément, s'il y a eu la perte d'un proche, quelqu'un qui se suicide, c'est sûr que dans les 6 prochains mois, l'apprentissage scolaire, ça va un petit peu patouiller. Donc ça, c'est toujours bon à l'avoir en tête. Des fois, c'est des petits éléments, mais toujours aller questionner dans l'environnement ce qui s'est passé et voir au niveau du coup psychosocial comment ça fonctionne et du coup tout le plan du coup du contexte environnemental et psycho-affectif à questionner bien évidemment. Le sommeil, à aller évaluer du coup en premier sens, est-ce qu'il dort bien? Quelle est la qualité de son sommeil? Est-ce qu'il y a des cauchemars? Il y a des réveils nocturnes? Est-ce qu'il a besoin de sieste parce qu'il est trop fatigué? Souvent, les difficultés de sommeil et du coup tout ce qui est les symptômes d'apnée obstructive du sommeil. Ouais. Ça va être important parce qu'en fait, les enfants TDAH, on va aller éviter tous les troubles du sommeil en premier. Parce que forcément, s'il dort pas assez, il a des compétences attentionnelles qui sont impactées et du coup, en fait, c'est un peu le serpent qui va se mordre la queue. Donc, on va aller mettre ça de côté, des difficultés au niveau du sommeil et aussi en termes de consommation des écrans. Est-ce qu'il va pas trop utiliser les écrans parce qu'on sait que ça va décaler du coup le sommeil. Si jamais il est trop sur les écrans, du coup il va s'endormir plus tard, il aura pas un sommeil réparateur, donc il va décrocher à l'école, donc il verra plus sur les écrans, donc il dormira moins, etc. Mais une fois qu'on a écarté ça, ça n'explique pas tout, on pourra aller creuser autre chose par la suite. Donc ça c'est vraiment 2 éléments qui sont importants. Et des fois, se dire qu'ils sont sur les écrans, c'est aussi peut-être parce que ça marche pas à l'école, parce qu'il est en difficulté, que c'est un espace sensoriel
qu'il maîtrise, il est face à l'écran pour se faire des amis et du coup peut-être que en raison de difficultés plus globales, il est allé vers les écrans pour être en lien, se faire des amis, avoir de la valorisation, gagner une confiance en lui qu'il n'a pas à l'extérieur. Donc ça, c'est tout un environnement qu'il va falloir évaluer, mais c'est important de les mettre de côté dès le début pour, encore une fois, éviter notre fameux cercle vicieux de l'échec. On vous a fait un rapide récapitulatif des formations possibles, avec des formations qui peuvent être gérées à la carte par TA. Je l'ai brièvement évoqué, c'est des formations qui peuvent se faire, qui sont gratuites, pardon, grâce à une subvention ARS et une convention avec Alex et TA. C'est des formations présentielles qui sont soit en journée, soit le soir, et c'est des formations à la carte. C'est ça l'avantage. C'est que voilà, si vous êtes un minimum de participants et que vous voulez avoir une formation sur l'outil BLTA, si ça vous intéresse, on peut le programmer sur 2-3 heures un soir. Où on brainstorm autour et on vous forme. Si vous voulez être formé sur les petits tips pour remplir un dossier MDPH quand vous avez un enfant, savoir quels sont les pièges à éviter, quels sont les mots-clés qui vont faire que on peut organiser un séminaire sur une demi-journée en couplant ça par exemple à un point sur le TDAH, un point sur L'intérêt c'est que vous faites votre commande et on essaye de vous proposer un format adapté, un horaire adapté et un dimensionnement adapté. Donc ça, c'est quand même à droite, pardon. Oui, excusez-moi. En dehors de ça, il y a aussi du coup le CREAI qui propose 2 modalités de formation. Donc c'est porté par l'ARS. Donc en fait, il y a 2 gros modules de formation. Il y a le module Start qui est porté par l'AN CREAI. Donc ça a été développé par Vincent Desportes qui est neuropédiatre et aussi Muriel Power. Donc là, en gros, c'est une grosse semaine de formation qui est plus spécifique pour les professionnels de niveau 2. C'est une formation pluridisciplinaire sur les TND de manière très large au niveau du diagnostic, des apprentissages, du sommeil, des apprentissages. Et le CREAI Pays de la Loire, du coup, en fait, il a développé un module spécial pour les CPTS. Donc, ça a été porté par 2 de nos collègues du CREAI. Donc, ça s'appelle Starter. Et en fait, du coup, la CPTS, la nantaise, va y accéder. Donc, c'est sur 2 demi-journées de formation plus un module en ligne. Donc, on va re-rappeler c'est quoi les TND, parler de l'importance du travail multidimensionnel, multidisciplinaire, l'évaluation somatique. Il y a quelques places, il y a 3 modules, ça commence le 20 mai et la dernière session c'est en juin et du coup on peut s'inscrire en ligne et il y aura le lien directement, il est aussi sur le LinkedIn ou sur la page de la CPTS. Il existe également des formations si vous n'avez pas consommé tous vos crédits triennaux de DPC. Il y a des programmes qui sont promus par l'AFPA qui sont en présentiel sous format de séminaire d'1 ou 2 jours en fonction des thématiques qui peuvent se réaliser à partir du moment où il y a une quinzaine d'inscrits parce que les critères DPC et des coûts DPC. Il faut être adhérent à l'AFPA. Et il y a des dates de séminaires fixées au niveau national, mais on peut tout à fait en organiser sur Nantes en format DPC sur des thématiques qui ont été déposées à la NDPC. Et donc là, je vous ai récapitulé tous ceux que l'on peut animer sur Nantes si vous le voulez. Donc soit en format présentiel, soit en e-learning, et ça balaye large sur le champ des TND. Et il y a des formations FAF aussi, donc des formations subventionnées et qui sont c'est via l'OPCO. Les crédits sur lesquels vous travaillez sur l'OPCO, c'est des modules de 2h30 visio sur l'adaptation d'une prescription par méthylphénidate et les écrans. Et il y a aussi le certificat MDPH qui peuvent se faire en FAF visio 2h30. Il y a également formations courtes qui sont mises en place par le CRTA en partenariat avec l'université d'Angers sur des modules de 2 à 3 jours en présentiel sur les thématiques suivantes.
Et vous avez, si vous voulez, vous découvrez une passion pour les TND, c'est possible. Je vous ai récapitulé la liste de différents DU qui existent, DU ou DIU, sur les villes. Voilà, est-ce qu'on a respecté les temps ?